Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de Mathieu Anquinet. Salut Mathieu. Salut Baptiste. Oula, tu as oublié quelque chose à Budapest. Ouais, c'est le service colis devrait me ramener ma voix d'ici quelques jours. Ah ouais, tu as bien profité durant ces quelques jours à Budapest pour le Final Four de la Ligue des On va Champions. pas se mentir, on a dû pousser un petit peu derrière les Dragons et puis on avait un plateau sur place et pour se faire entendre au milieu des supporters hongrois, il a fallu donner de la voix. Elle va revenir. Nous allons parler de ce Final Four d'ici quelques instants. Quelles sont les autres actualités? On découvre ça tout de suite dans le sommaire. Après 2 ans d'absence, les Crapauds ont fait leur grand retour sur le plateau de Rozerio. 1600 vététistes ont pris le départ samedi pour une course d'endurance de 24 heures. Au bout de sa 30e participation au Trophée des Crapauds, Olivier Baldissera s'est imposé en solitaire. Et nous étions à Budapest pour suivre le Final Four de la Ligue des Champions de Metz Handball. Les Dragons ont terminé à la 3e place, juste derrière Vipers Kristiansen, champion pour la 2e année consécutive, et les Hongroises de Győr. Toutes les réactions sont à retrouver dans ce Moselle Sport. Annulée depuis 2 ans, la fête du sport faisait son grand retour ce week-end à Sarreguemines. Il était possible de rencontrer une trentaine de clubs sportifs et de pratiquer gratuitement les activités proposées, allant de l'escrime au badminton en passant par le kayak. Et notre invité cette semaine, il s'agit de Pierre Baugenet, promoteur de l'Open de la Mirabelle d'Or. Voilà pour le programme, tout de suite, place au sport. Avant de développer toutes ces actualités, faisons un point sur les autres résultats du week-end. C'est l'heure du récap sport signé Tim Girard. Salut les copains, comment que ça va? Bah ouais, ça roule, prêt pour parler de sport? Alors top départ, c'est parti! Quentin Bigot et Marteau, une semaine à peine après avoir amélioré son record à Forbach, le Mosellan a confirmé en dépassant à nouveau les 80 mètres ce dimanche en Pologne. Il a signé un lancer à 80,55 mètres, battu par un jet surpuissant du Polonais Wojciech Nowicki qui s'est offert une performance à 81 mètres 58. Pas mal. L'équipe de France de football féminin entame sa préparation pour l'Euro d'ici 2 jours à Clairefontaine. Justine Leron, la gardienne messine retenue dans la liste de Corinne Diacre, s'est confiée sur sa première participation à une compétition internationale avec les A. Quand on commence le foot à un petit âge, on se dit on aimerait bien quand même aller faire un Euro, une Coupe du Monde avec cette sélection. Et puis là, forcément, ça arrive au point où on se dit ça y est, on est récompensé un peu de tous les efforts qu'on a fait depuis qu'on est petite. C'est une grande progression, comme je le dis depuis tout à l'heure, ça récompense beaucoup d'efforts. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir participer et je pense que ça va me permettre de passer un palier dans ma carrière. La réserve des Red Dragons remporte le Final Four à la maison. En finale, les Messins ont battu la réserve du Puy-en-Velay 55-45, et ça on aime, bravo les champions. Et voilà pour les résultats sportifs du week-end. Prenez soin de vous et on n'oublie pas, si vous courez au soleil, on n'oublie pas de s'hydrater. Voilà, ce sera le conseil du jour. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Mathieu, pour Quentin Bigot, c'est un résultat de bon augure parce qu'il y a le meeting de Paris qui arrive, puis les championnats de France, du monde et d'Europe. Donc vraiment, il a un programme très chargé, mais il arrive avec plein de confiance. Oui, il est en train d'établir des marques très intéressantes. Il s'inscrit dans ceux qui arrivent à lancer le marteau à plus de 80 mètres d'une manière régulière. En tout cas, on l'espère parce que ça fait 2 fois de suite. Et avec ça, il va pouvoir tranquillement aller concurrencer les champions qui, eux, lancent régulièrement à 81, peut-être même parfois approche des 82. Et Quentin Bigot se rapproche tout doucement de ça avec des belles échéances à venir. Et ça va certainement le galvaniser. Il va continuer sa préparation et nous faire de très beaux résultats cette saison, c'est sûr. Mathieu, avant de parler de la 3e place de Metz Handball en Ligue des Champions, revenons sur le Trophée des Crapauds. L'adrénaline et le dépassement de soi leur avaient manqué, mais les Crapauds ont fait leur retour en force sur le plateau de Rozerio ce week-end. Malgré quelques couacs de balisage au départ, cette 32e édition a séduit les puristes grâce à une bonne humeur des sportifs et des milliers de supporters venus les encourager. Je vous propose de revivre ce moment. C'est un reportage signé Fanny Bragard. Avec 400 équipes alignées, le départ du Trophée des Crapauds est forcément impressionnant. Après 2 ans au point mort, la célèbre course d'endurance fait son retour sur le plateau de Rozerio. Un poil rouillé au démarrage, les vététistes s'y challengent dans la bonne humeur. Entre potes pour rigoler, pour faire la fête et pour faire un peu de sport.
Et pour l'instant, c'est pas trop bien organisé au début. C'était un peu la merde avec le balisage apparemment au début. Quelques erreurs vite corrigées par le club aventure Mont-Saint-Quentin, au guidon depuis 1989, du plus grand enduro VTT de France. Cette course, c'est avant tout quelque chose de convivial et familial. Donc il n'y a pas de vraie compétition. Il y a quelques très bons athlètes qui s'entraînent sérieusement et qui viennent jouer la gagne, mais la plupart du temps, on vient se confronter à son copain ou à soi-même. Et puis c'est surtout un grand défouloir avec un parcours très ludique. Ouverte au vélo à assistance électrique, l'endurance se décline en 2 parcours de 13 km à travers les bois pour 24 heures d'effort. Allez Loulou, allez. Hervé en sait quelque chose, il a remporté les crapauds en 2005. Il faut se préparer, c'est 24 heures, donc même si c'est par équipe, il y a un minimum de préparation et du plaisir bien sûr, parce que sans plaisir on fait pas grand chose. Dominés par un esprit amical, les crapauds sont surtout une véritable fête du VTT qui rassemble plus de 20 000 spectateurs chaque année. Et pendant que les plus sportifs pédalent, les autres en prennent plein les yeux. Dans une ambiance de fête foraine, le public assiste à des performances de freestyle assurées par des talents habitués des crapauds. L'ambiance est tellement sympa qu'on présente un show de VTT street trial et dirt jump, 2 disciplines très spectaculaires qu'on a associées dans un show sur des modules qu'on a créés sur mesure pour l'événement afin d'avoir des passages ultra visuels, innovants, très créatifs et essayer de surprendre le public d'année en année. Pour cette 32e édition et malgré un soleil de plomb, les crapauds ont tenu toutes leurs promesses, de quoi réamorcer la pompe pour 2023. Mathieu, le secret pour remporter cette compétition de 24 heures, c'est surtout la préparation et le repos et la récupération durant toute la journée de compétition. C'est certain, sur ces courses d'endurance, celui qui part à fond les ballons et qui ne s'arrête jamais, il est vite fini. Alors que celui qui gère bien ses temps de repos, son alimentation aussi, s'il s'est bien préparé à l'avance, il va réussir à aller plus loin, à reprendre plus vite la course, à faire des tours supplémentaires et à faire le nécessaire. Surtout que cette année, il y a eu une chose en plus, c'est que la météo s'est un petit peu mêlée de tout ça. Donc il a fallu aussi manager le changement de temps, le changement sur le parcours. Et ça, c'est une préparation qui est impossible à faire à l'avance. Donc c'est aussi de l'adaptation qu'il fallait. Mais ça, c'est le plaisir aussi d'avoir une météo changeante avec des conditions différentes. C'est ça qui fait le plaisir de ces VTTistes. Certains, ils n'ont pas eu le sentiment de faire des tours dans le vide puisque la course a changé en cours de route. Donc c'est intéressant. Et puis ça met le petit piment. Celui qui avait déjà en tête son truc tout balisé, il a dû changer son schéma de course. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on a des résultats qui sont différents et qui permettent d'aller trouver une course intéressante pour tous, pour les spectateurs comme pour les coureurs. Mathieu, parlons maintenant du magnifique parcours de Metz Handball en Ligue des Champions. C'était ce week-end à Budapest. Ce week-end à Budapest en Hongrie, Metz Handball jouait son 2e Final Four de son histoire et les Dragons ont terminé 3e, mieux qu'en 2019 où elles avaient terminé 4e. Mais l'objectif pour ces Dragons, c'était d'aller en finale, Mathieu. Oui, c'est une équipe qui est pas vraiment en fin de course, mais qui va enregistrer de nombreux départs importants, des filles qui ont été formées au club et qui avaient à cœur d'aller au fond des choses cette année. Le club voulait vraiment aller en finale, surtout que cette demi-finale, elle s'est jouée contre une équipe qu'elles avaient battue par 2 fois pendant la saison, donc on pouvait penser qu'il y avait une dynamique plus importante, mais ce type de finale, ces finales à 4, ce sont des compétitions à part entière, différentes, une dynamique nouvelle, et elles se sont heurtées vraiment à un mur avec cette équipe de Vipers Kristiansand qui s'est transcendée et qui a réussi à faire tomber tout le monde. Tu le disais, Mathieu, Metz a perdu en demi-finale contre Vipers avant de se racheter le dimanche lors de la petite finale face à Esbjerg. Je vous propose de revivre ces 2 jours de compétition. C'est un reportage préparé par Jean Milon. Catherine Lunde, imperméable. Marketa Irabkova, stratosphérique. À L2, la gardienne de 42 ans et l'arrière gauche tchèque ont stoppé net les espoirs de Metz Handball. Plus de 38% de tirs arrêtés pour la première. 12 buts sur 16 tentatives pour la deuxième. Et pour les Dragons, une immense désillusion.
En parlant de statistiques, le jeu sur grand espace est nettement à leur avantage, le duel des gardiens de but est nettement à leur avantage, on en a raté des tirs faciles. On a pris beaucoup de contre-attaques. On sait que dans le contexte international, prendre beaucoup de montées de balles, de contre-attaques, ça paie cash. En défense, on n'était pas assez compact. On prenait beaucoup de glissements du pivot. Et ensuite, voilà, aussi, on ne mettait pas les buts qu'il fallait derrière. Donc c'était assez compliqué. Rapidement menés en début de rencontre, les Messines accumulent jusqu'à 5 buts de retard. Orlan Canor et Bruna De Paola sonnent alors la révolte et amorcent une fantastique remontée, bien aidée par l'entrée en jeu tonitruante dans les cages de Mélanie Alter. Elle vire même en tête à la mi-temps, 15-14. En deuxième période bis repetita, les Dragons se font distancer, mais cette fois-ci, elles ne reviendront jamais sur Nora Morque et ses coéquipières. Les espoirs de finale s'envolent pour de bon. Il faut qu'on récupère et qu'on pense tout de suite au match de demain parce qu'on a une 3e place à aller chercher. Ce sera un progrès par rapport à 2019. Ce serait bien pour nous, pour notre histoire commune, qu'on finisse en tout cas cette campagne européenne par une victoire. Nouveau jour, nouvelle rencontre, la dernière de cette folle épopée européenne. Pas le temps pour émettre des regrets. L'heure est à la remobilisation générale face à Esbjerg, également défait la veille contre Győr. Les jaunes et bleus prennent rapidement les devants, notamment avec une Grazaldi retrouvée et appliquée, 7 buts au total. Hier, j'ai pas beaucoup pris de shoot. Ouais, et aujourd'hui j'en prends plus et je suis contente d'avoir répondu présente pour l'équipe, contente aussi pour moi d'avoir pu m'exprimer davantage qu'hier. Plus utilisée que face à Vipers, Tamara Horacek se montre également à son avantage des deux côtés du terrain. La sortie de Méline Nokandi sur une jambe et les 10 réalisations d'Emi Reistad n'y changeront rien. Mais Sandball file tout droit vers le meilleur résultat de son histoire en Ligue des Champions. Score final 32-26. Mets Handball have themselves the bronze medal at the EHF Final Four Women's 2022. C'est ce que j'ai dit à Thierry, j'ai dit cette année on a fait mieux qu'en 2019. J'espère qu'à leur 3e participation ils feront mieux et qu'à leur 4e ainsi de suite. Hier c'était dur, mais comme j'ai dit ici même, il fallait vite switcher. Et l'équipe a répondu présente, on a réussi à faire passer les messages, puisqu'on a déjà vécu ça en 2019 et je suis très contente pour le club, ça reste une 3e place, c'est pas rien. On est la 3e meilleure équipe du monde, donc je suis fier quand même. Dès qu'on s'est levé, je pense que tout le monde s'est levé, s'est dit on va gagner, on va le faire, parce que c'est important pour le club, c'est important pour nous, ça montre qu'on avance, notre saison était belle et c'est très bien de la finir sur une 3e place. Tout le monde a pu jouer, tout le monde s'est fait plaisir, j'en suis persuadée. Et il y avait des sourires partout et ça c'est le principal, ça c'est notre identité, ça c'est nous. C'est la plus belle médaille que ce club ait obtenue pour l'instant parce qu'on sait que c'est absolument... Vous avez vu les 4 équipes, c'est vraiment de la haute lutte. C'était incertain jusqu'au bout, à un moment donné on n'est plus qu'à +3 en milieu de 2e mi-temps. C'était un combat terrible mais toutes les joueuses ont répondu présent et encore une fois c'est le plus beau titre pour le club pour l'instant. Après la déception, l'euphorie d'une 3e place déjà extraordinaire. Résultat bien sûr d'un travail de tous les jours, mais aussi d'une parfaite symbiose avec le mur jaune de Budapest, irréprochable. La communion s'est d'ailleurs poursuivie loin des terrains. Relâchés, fiers de leur parcours, les Messines devront cependant vite se reconcentrer sur leur finale de Coupe de France le week-end prochain contre Besançon. Une victoire et le club validerait une saison titanesque. Mathieu, c'est durant cette soirée que tu as perdu ta voix, non? C'était déjà avant. C'est ça, tu ne mens pas là? Non. Parlons de cette saison de Metz Handball qui est historique avec la finale, la victoire en championnat de France, cette 3e place, et elle peut être encore plus belle samedi avec la Coupe de France. Metz Handball a déjà plus ou moins réussi sa saison puisque après une saison sans aucun titre, elles ont réussi à avoir le championnat de France. Elles sont qualifiées pour toutes les finales. Alors là, une 3e place européenne, c'est incroyable. Et maintenant, avec la Coupe de France, ça permettrait de mettre la cerise sur le gâteau et de repartir sur des bonnes bases pour une nouvelle saison. On s'en rend pas compte parce que Metz Handball gagne énormément, mais c'est fou, incroyable ce qu'elles ont fait là. Avoir
la 3e meilleure équipe du monde, parce que quand on dit européen, c'est aussi du monde, puisque le handball est assez peu disputé ailleurs, en tout cas à un niveau moindre. Et c'est assez incroyable d'en arriver là pour une équipe de Metz. C'est même pas l'équipe d'une capitale, c'est pas une équipe avec des moyens démesurés, mais elle arrive à faire de grandes choses par la rigueur, par le travail, par l'attitude. Et c'est un groupe de joueuses qui méritait d'aller loin. Effectivement, elles finissent 3e, mais elles se sont heurtées à des équipes aussi incroyables. Et c'est déjà historique. Et on attend que Metz Handball continue à écrire son histoire sur les prochaines saisons. Juste avant d'accueillir notre invité, revenons sur la fête du sport qui s'est tenue ce week-end à Sarreguemines. La ville de Sarreguemines héberge 59 associations sportives. Ce week-end, il était possible d'en découvrir la moitié et de pratiquer gratuitement l'activité proposée. Guillaume Dumonteil de Mosaïque Cristal a sorti le short et les chaussures et s'est testé à ses sports. Journée bien remplie pour ces jeunes sportives qui n'ont pas perdu de temps. On a découvert le tennis, on avait fait du tir à l'arc. Là, on se prépare pour faire du canoë et on a fait aussi du rugby. Le tout à un même endroit sur l'esplanade du casino des Faïenceries. Sur place, on retrouve des activités très variées qui se pratiquent dans l'eau, sur l'eau, dans les airs et bien évidemment aussi au sol. 25 associations sportives participent à cette manifestation. L'objectif, c'est d'en avoir encore plus, mais après, on va se retrouver dans une situation où il faudra un peu plus de place. Par définition, la fête du sport a toujours eu lieu ici, sur le casino. Et parce que le lieu s'y prête, on a l'eau, on a le sol. Et maintenant, il va falloir voir comment ce sport, cette fête va se développer dans les années à venir. Après 2 années d'interruption, la fête du sport reprend donc du service. Cet événement permet aux membres d'associations sportives de montrer leur activité et à ceux qui pourraient être intéressés par telle ou telle discipline de s'initier. Je trouve que c'est bien, ça fait permettre de découvrir plusieurs sports qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait déjà et permettre à tout le monde de faire découvrir son sport. Ouais, c'est trop bien. Tu peux faire tous les sports gratuitement, c'est bien. Ouais, on peut découvrir plein de sports, se faire des nouveaux amis. Ouais. On peut parler avec des pros du sport. Et c'est ça qui est bien, on peut retrouver des gens qui ont la même passion que nous. Et c'est cool. Cette 15e édition de la fête du sport a connu une météo contrastée. S'il a fait beau samedi, la journée de dimanche était plus froide et plus humide. Merci Mathieu d'être venu dans Moselle Sport. Je te prescris du miel. Comme ça, la semaine prochaine, tu seras en forme pour Moselle Sport. Avec plaisir. Allez, tu vas céder ta place à l'invité de la semaine. Il s'agit de Pierre Bogenet, le promoteur de l'Open de la Mirabelle. Pierre Bogenet, le promoteur de l'Open de la Mirabelle d'Or, m'a rejoint en plateau. Salut Pierre. Bonjour Baptiste. Ça va là ? Très bien. Est-ce qu'on est prêt alors pour cette nouvelle édition ? On se prépare, on est en pleine ébullition pour assurer toutes les logistiques de dernière minute et puis l'organisation et puis surtout assurer le bon déroulement et l'accueil des joueurs qui arrivent depuis ce matin sur le domaine de la Grange aux Ormes. Il pleut en Moselle, est-ce qu'il y a des risques de pluie ce week-end ? Est-ce qu'on a cette crainte ? Je ne suis pas Madame Soleil, mais tout ce qu'on craint dans une compétition de golf, c'est l'orage. Donc tant qu'il n'y a pas d'orage, le reste, on gère. S'il pleut, c'est moins agréable, mais ça n'empêche pas le jeu. Parlons du côté sportif. Donc, ce week-end se tient la 19e édition de l'Open de la Mirabelle d'Or au golf de la Grange aux Ormes. C'est un tournoi professionnel messieurs de 3e division. Sur le parcours de 18 trous, 140 golfeurs vont s'affronter pendant les 3 jours. Il y aura des gros noms comme l'Italien Stefano Mazzoli, le Portugais Thomas Bessa ou encore l'Espagnol Manuel Marugan. Donc il y a quand même un beau plateau ce week-end. Oui, un beau plateau pour une édition, donc la 3e édition européenne, effectivement. C'est ce qui correspond aussi pour les joueurs de tennis à la TP 250. Donc c'est le pendant de l'Open de Moselle. Et on va accueillir donc, je crois qu'on doit avoir 18 nationalités, avec le retour des Anglais, qui n'étaient pas venus suite au Covid. Voilà, donc là on a une vraie nouvelle édition, une vraie 19e édition, et sachant qu'on est le seul tournoi Alps Tour en France cette année, puisque tous les autres ont succombé au Covid ou pour d'autres problèmes. On va en reparler un petit peu plus tard dans l'entretien, mais concentrons-nous sur les golfeurs. Il y aura aussi des jolis noms français du côté français. Il y a 3 Français qui sont dans le top 10. Nous avons Julien Salle, Pierre Pinault et Tom, si je me
trompe pas d'un fiche, Tom Vaillant. Est-ce qu'ils peuvent succéder à Franck Médal, le vainqueur de l'édition précédente? Bien sûr, c'est des nouveaux arrivés sur l'Alps Tour, hein, puisque je pense que c'est la première fois, sauf erreur de ma part, qu'ils vont faire l'Open de la Mirabelle. Donc ils ne connaissent pas le parcours, donc ils ont les chances sont égales, on va dire. Et puis on a aussi les amateurs, je crois que vous vouliez en parler après. Oui, on va parler de la jeunesse qui sera aussi présente durant ces 3 jours, notamment 2 golfeurs qui sont passés par les qualifications il y a quelques jours, 2 golfeurs qui sont formés au golf de la Grange aux Ormes, donc Arthur Bordereau et Mathis Perroni. Donc ces tournois-là, c'est aussi une possibilité pour eux de gagner en expérience et de se frotter aux meilleurs mondiaux. Tout à fait, c'est une expérience très intéressante et c'est une chance qu'on leur donne, hein, donc à Mathis et Arthur, qui sont des jeunes du club, qui ont appris à jouer à la Grange aux Ormes depuis très tôt. Hein, je ne sais plus à quel âge ils ont commencé, mais ça devait être autour de 5-6 ans. Et ils arrivent maintenant au plus haut niveau et ils vont pouvoir se frotter à des vrais professionnels pour aussi mesurer leur niveau et voir encore le chemin qui reste à parcourir pour passer de l'autre côté, du côté des professionnels. Depuis presque 2 ans et demi, de nombreux tournois n'ont pas eu lieu à cause du Covid. Donc là, le fait d'avoir de nouveau l'Open de la Mirabelle et d'autres dans le monde entier, ça montre que le golf n'est pas mort et que voilà, il y a toujours cette envie de participer et beaucoup de joueurs sont à la recherche de ces tournois. Le golf est loin d'être mort, il s'est même développé pendant le Covid parce que c'est un sport de plein air, donc avec beaucoup moins de risques, hein, comme on le sait bien. Et on a réussi grâce au soutien de nos partenaires historiques et des collectivités locales comme la région Grand Est et la Moselle, entre autres, qui nous ont fait confiance. On a réussi à maintenir le tournoi même pendant les années de Covid. On les a reportés, ça a été très compliqué avec des protocoles sanitaires complexes dont je ne veux même plus parler pour les oublier. Oui, il faut oublier. On les oublie. Voilà, donc là maintenant on a une vraie édition normale qui redémarre avec des partenaires, des invités, du public et ça c'est super. Et avec un très gros niveau. Donc là c'est difficile de dire qui pourra peut-être aller chercher ce trophée. Hein. C'est difficile d'avoir quelques noms, sortir quelques noms. En fait, il y en a, tous les joueurs n'ont pas le même niveau, mais il y a quand même une grosse moitié qui a un niveau qui peut accéder au top 10. Donc ça sera très disputé durant ces 3 voilà. jours. On verra au bout des 2 premiers jours ce qui reste après le cut, puisqu'on garde les 60 meilleurs. Voilà, on garde les meilleurs pour la finale. Qui se jouera le dimanche. Exactement. Parlons de l'Open de la Mirabelle de manière plus générale. Donc c'est l'unique épreuve d'Alps Tour en France, le prize money de 40 000 €. Comment pour la Grange aux Ormes, le golf de la Grange aux Ormes, on arrive à garder ce tournoi et à le faire durer puisqu'il existe depuis 2004? J'ai évoqué tout à l'heure, il y a les partenaires. Ça c'est important puisqu'il faut une enveloppe budgétaire pour assurer toute la logistique, puisque en tant que promoteur, on s'engage à assurer toute l'organisation et à en supporter les coûts. On a besoin aussi d'une grosse équipe de bénévoles, et là je les remercie, puisqu'il y a plus de 70 bénévoles qui œuvrent pendant les 4 jours à la Grange aux Ormes pour assurer la bonne organisation, l'accueil du public, l'accueil sportif, enfin l'environnement sportif et la logistique. Donc ça c'est très important, hein. On a une association sportive au golf qui s'occupe de ça. Et puis après, on a besoin aussi des soutiens du public, de l'intérêt des gens, que ce soit physique ou par les réseaux sociaux, parce que maintenant le public, il est beaucoup réseaux sociaux. Hein, il y a énormément de gens qui nous suivent, sachant qui suivent en live. Qui suivent en live, parce que sur le site, on met en place une logistique qui permet à quiconque de suivre son joueur fétiche en live, trou par trou. Voilà, on a un système informatique qui permet de le faire où que vous soyez dans le monde. Donc c'est un gros travail sur toute l'année pour préparer cet Open, mais c'est aussi pour le golf de la Grange aux Ormes une belle fête, la plus grande fête de l'année. C'est une grande fête et donc on vous invite tous à venir effectivement suivre les joueurs. C'est une des journées, enfin c'est un des week-ends où vous avez la possibilité de suivre, de vous promener sur un golf, même si vous n'êtes pas golfeur, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a des bénévoles qui accompagnent, qui vous guident, etc. Donc il n'y a pas de risque, tout est organisé. Donc je vous invite à venir
visiter le golf et suivre les joueurs professionnels pour voir leur façon de jouer qui est quand même assez exceptionnelle. C'est du gros niveau. Et puis participer aux soirées. Il y a des soirées le jeudi, le vendredi, essentiellement le vendredi, puisque là c'est où on fait une superbe fête barbecue avec les joueurs. Donc vous aurez l'occasion de discuter avec, de se détendre, etc. Ouais, donc c'est assez convivial. Tout à fait. Et tu parlais du côté sportif, de pouvoir se promener sur tout le parcours. Comment est-ce qu'il est cette année, le parcours? Est-ce qu'il est difficile, sec? Comment tu pourrais le décrire, le présenter? Non, il est très bien puisque il a fait très sec et récemment on a eu la petite pluie qui refait reverdir le gazon. Donc là, on est c'est optimal alors. C'est optimal, voilà. Et je voulais dire aussi, on accueille aussi les scolaires grâce à la Moselle le vendredi. Donc on accueille 150 ou 200 élèves scolaires qui viennent découvrir le tournoi suite à leur cursus de golf scolaire. Et est-ce que tu peux nous présenter le programme sur les 3 jours? Alors le programme, c'est le jeudi se déroule le Pro-Am. Donc là, essentiellement c'est pour que les partenaires puissent profiter un petit peu de l'Open de façon vivante. C'est-à-dire que on a 30 équipes de partenaires qui vont jouer avec 3 joueurs et un professionnel qui joue le tournoi. Voilà, donc c'est les 30 meilleurs du champ de l'Open qui joueront avec les 30 équipes. Le vendredi et le samedi se déroule donc la première partie du tournoi où les 140 joueurs jouent, vendredi et samedi. Et ensuite, on garde les meilleurs pour le dimanche, la finale, et avec la remise des prix qui va se dérouler autour de 14h, où on va remettre le chèque aux gagnants, aux 3 premiers gagnants, et avec le classement du final. Ok, merci beaucoup Pierre d'avoir présenté la 19e édition de la Mirabelle d'Or. Donc rendez-vous du 10 au 12 juin 2022 au golf de la Grange aux Ormes. Merci Pierre et puis à bientôt. Merci Baptiste et à bientôt à la Grange aux Ormes. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je vous embrasse.